Monsieur Bresson, je voudrais d'abord vous poser une question. Comment l'idée vous est-elle venue de faire un film sur le procès de Jeanne d'Arc? Autrefois, j'avais lu ce procès avec un immense émerveillement, et une nouvelle lecture m'a donné envie immédiatement d'en tirer un film, mais un film aussi rigoureux que possible, à cause du respect que j'ai pour Jeanne d'Arc et de la circonspection qui s'en suivait. J'atteste que vous avez été fidèle au texte même du procès de Jeanne d'Arc et aussi du procès de réhabilitation. Mes seules sources ont été surtout d'abord le procès de condamnation, et puis pour les derniers instants, le procès de réhabilitation, je veux dire les témoignages du procès de réhabilitation qui était survenu 25 ans plus tard. Puis-je vous demander quand ce film sera projeté à Paris? Il sera projeté à la fin de l'année ou tout à fait au début de l'année prochaine, les premiers jours de janvier. Je voudrais maintenant me tourner du côté de M. Jean Guiton de l'Académie française, qui lui-même assistait tout à l'heure à cette représentation. Monsieur, je voudrais vous demander, vous, en tant qu'historien, en tant que philosophe, en tant que chrétien, ce que vous pensez de ce film. Bien, l'impression que je tire de ce film, je pourrais la résumer en un seul mot. C'est le mot de dépouillement. Déjà, la lecture du procès de Jeanne d'Arc donne une impression de dépouillement. Vous savez qu'on peut dire que le procès de Jeanne d'Arc, c'est comme une sorte de 5e évangile. Et Péguy comparait la passion de Jeanne d'Arc à la passion de Jésus, qui est si dépouillée. Mais il me semble que jamais avant M. Bresson, on avait traduit par des images ce dépouillement suprême. Là, n'est-ce pas, il n'y a que les deux couleurs fondamentales du noir et du blanc. Et puis les paroles même de Jeanne, qui sont des paroles drues, directes, précises, comme des flèches, et qui nous donnent une impression extraordinaire de pureté. Parce que rien d'accessoire, rien de romantique, rien de dramatique, rien de tragique n'intervient. Si vous voulez, le tragique, le dramatique sort des choses mêmes. Que pensez-vous de l'interprétation de l'évêque Cochon? Que pensez-vous de l'interprétation du personnage de Jacques? Eh bien, pour l'évêque Cochon, je trouve que pour la première fois dans l'histoire, au moins dans l'histoire imagée, il est représenté d'une manière, si j'ose dire, sympathique. Presque trop, à mon avis. Il n'est pas chargé, n'est-ce pas? On est là en présence d'un évêque, comme nous en avons vu beaucoup. Et de ce point de vue-là, je crois que M. Bresson a fait quelque chose de profondément vrai. Parce que, n'est-ce pas, nous condamnons Cochon, et je crois que nous avons raison, mais essayons de voir comment pouvait se représenter Cochon, le personnage historique de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Je ne veux pas le réhabiliter, mais je veux simplement l'expliquer. Alors il me semble que de ce point de vue-là, le film de Bresson explique Cochon. Et Jeanne? Quant à Jeanne, je la trouve absolument admirable, précisément parce qu'elle ne cherche pas à l'être, parce qu'elle ne se connaît pas comme telle. Et je trouve, n'est-ce pas, qu'elle ressemble à tant et tant d'étudiantes que j'ai dans l'esprit, si j'ose dire, dans la mémoire, n'est-ce pas, toutes nos étudiantes françaises qui sont comme elle, et je crois que M. Bresson c'en est très bien une, dit. d'ailleurs. Directe, un peu drue, j'allais dire un mot, mais M. Bresson me le pardonnera, quelquefois un peu insolente, n'est-ce pas, devant les puissances, mais parfaitement conforme à l'idée qu'une jeune fille française en 1962 se fait de la vérité. Quel genre d'acteur avez-vous employé pour ce film? Il n'y a aucun acteur. C'est-à-dire Jeanne d'Arc et Florence Delay, la fille de Jean Delay, le professeur à la faculté académicien, et les autres, l'évêque Cochon est un peintre connu à Paris, et les assesseurs, juges et assesseurs sont des professeurs de faculté, avocats, médecins. Aucun acteur professionnel dans ce film. Mais c'est un parti que vous avez pris J'ai pris ce parti depuis déjà pas mal de films. Mes derniers films ne comportaient pas d'acteurs. Ben, je crois que c'est un bon parti et je vous félicite car vraiment, je dois le dire également, ce film est très beau et je lui souhaite un grand succès. Robert Bresson, vous venez de terminer Procès de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas la première fois qu'un film est consacré à Jeanne d'Arc. Il y en a eu beaucoup. Le dernier en date était signé de Preminger. Si vous avez voulu en faire un vous-même, est-ce que c'est parce que vous pensez que les autres n'avaient pas abordé le sujet comme il devait l'être, ou bien est-ce que c'est pour une autre raison? Régine Pernoud, dans son livre sur la vie et la mort de Jeanne d'Arc, dit que vers 1840, un érudit a calculé qu'il y avait déjà 500 ouvrages sur Jeanne d'Arc, et 50 ans plus tard, elle dit que ce chiffre avait quintuplé. Elle dit aussi que jamais on ne s'était tant occupé de Jeanne d'Arc que depuis le début de notre siècle. Je pense que Jeanne d'Arc est un trésor inépuisable. Mais il y avait une raison aussi pour laquelle Jeanne d'Arc m'avait beaucoup attiré pour un film, c'est que j'avais l'espoir de la rendre actuelle.
On se trompe si on voit Jeanne comme, la petite paysanne que la légende a faite. Je pense qu'elle était très élégante, les témoins, les gens du temps l'ont dit, et je la vois tout à fait comme une jeune fille de maintenant. Cette résurrection, vous l'effectuez à travers les minutes du procès, car vous êtes attaché uniquement aux interrogatoires des juges et aux réponses de Jeanne. Mes seules sources ont été la minute du procès de condamnation, qui nous a été conservée, et pour les interrogatoires et les dernières audiences, et les témoignages et les dépositions du procès de réhabilitation, survenu 25 ans plus tard, pour les derniers instants. Est-ce que vous ne craignez pas que cet extrême dépouillement qui vous est coutumier, cette recherche de l'essentiel, de la quintessence du sujet, puisse aller à l'encontre de l'émotion légitime que l'on peut éprouver devant Jeanne d'Arc? Je ne crois pas que jamais la complication et le désordre aient été une source d'émotion. Je crois qu'au contraire, quand on veut faire une œuvre, quand on veut lier plusieurs choses ensemble, il faut que ces choses soient nettoyées, très dépouillées. Quand un électricien veut joindre deux films, il commence par les dénuder. Vous avez dénudé les fils du procès. C'est ça. Et votre héroïne, comment l'avez-vous trouvée? Le hasard, qui tout de même nous aide souvent. Une amie de Florence Delay a eu la gentillesse de l'amener chez moi un jour, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une grande concordance entre elle et la Jeanne d'Arc que j'avais en vue. C'est-à-dire la Jeanne d'Arc telle que vous imaginez qu'elle existait et qu'elle était. Florence Delay n'est pas une actrice, et d'ailleurs coutumier chez vous de ne pas employer de comédien professionnel. C'est une habitude parce que je pense que le théâtre n'est pas le cinéma n'est pas le théâtre, que dans un film, il faut croire au personnage et non pas croire tantôt à l'acteur, tantôt au personnage, et qu'un acteur est quelqu'un qui se cache continuellement derrière son jeu, derrière son art, comme il se cacherait derrière un paravent. Il faut donc que le personnage soit neuf, authentique, ce qui explique aussi que certaines des vedettes de vos films, si on peut employer cette expression qui doit vous déplaire, n'aient pas fait de carrière. Exactement, oui. Parce qu'ils sont les vedettes ou les acteurs d'un rôle. D'un rôle particulier. Et vous estimez qu'ils sont peut-être incapables d'être les acteurs d'un autre rôle? Je pense qu'incapables si on les emploie comme je les emploie, c'est-à-dire sans aucun jeu, sans aucun trucage. Oui, mais vous êtes tellement difficile et rigoureux qu'ils ne doivent pas avoir souvent l'occasion de tourner, sous votre direction tout au moins. Donc je pense qu'il vaut mieux que je ne les emploie pas deux fois, parce que je ne leur montre jamais le travail de la veille, comme on fait d'habitude avec les acteurs, et je tiens au contraire beaucoup à ce qu'ils soient absolument inconscients de ce qu'ils font. De cette façon, je crois qu'on peut tirer d'eux des choses extrêmement profondes, qu'on ne tirerait pas d'un acteur, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, généralement il se cache derrière sa science, derrière son art. Tandis que là, on peut dire que, si vous voulez, le cinéma pourrait être, au lieu d'être une espèce de théâtre photographié, pourrait être, au contraire, psychologiquement, un moyen de découverte. Et votre façon de travailler est aussi d'une extrême discrétion. Vous tournez en secret. Vous n'aimez pas la publicité. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire venir ici. Je vous remercie d'être venu. C'est là un trait de votre caractère. Est-ce que c'est absolument indispensable chez vous pour travailler? Je crois que ce travail de film demande une grande concentration. Et de plus, je ne pense pas qu'il soit très bon d'abord de parler de soi, ni de parler de ce qu'on fait. Il est très difficile d'expliquer clairement aux autres ce qu'on ne parvient pas toujours à s'expliquer à soi-même. Et ceci vous confère parmi vos collègues une place à part. C'est là. C'était là la chambre, la cellule où elle est enfermée. Il y avait un lit. Et c'est la fenêtre par laquelle elle entend les cloches de Pâques et qu'on lui refuse de communier. Et il y a aussi un plan qui est très brutal dans le film de Robert Bresson, où une pierre est lancée par la fenêtre et brise la fenêtre. Et la pierre roule et elle la ramasse et elle dit ceux de mon parti, est-ce qu'ils m'ont abandonné? Il y a toutes les scènes, enfin, ici dans la chambre, la cellule, c'est
c'était la vie intérieure, alors qu'en bas, c'était les interrogatoires et la fermeté. Là, c'est les moments de relâchement, de prière et d'inquiétude. Et puis, c'est aussi les nuits où elle était piée par Warwick, par le gentilhomme anglais qu'on a chargé de la violer. Et puis aussi les nuits où par la porte, les soutanes arrivent et les gens, les quelques prêtres qui veulent la conseiller arrivent. Cette porte, je l'ai vue ouverte et fermée tellement de fois. Et c'est sa destinée qui passe par la porte. Elle sait très bien que l'annonce capitale qu'elle attend, sa mort arrivera par la porte. Et puis voilà. Et puis il y avait une chose aussi, c'est que, et ça m'avait émerveillée, mes draps étaient très blancs. Je ne sais pas. Mais, Robert Bresson avait fait un vrai lit, un lit à draps rugueux, mais très blanc. Je ne pense pas que Jeanne devait coucher dans un lit si parfait, mais enchaîné, toujours, sauf les mains, on notait les menottes, mais le pied était attaché à une poutre. À mon avis, Bresson voulait montrer la crainte qu'elle ne s'envole. Ce qu'elle fait, d'ailleurs, dès qu'elle est brûlée, elle s'envole. Donc je pense que cette fin est préparée par le pied attaché, par crainte, comme ça. Parce que comment s'envoler avec la flopée de gardes anglais? Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez de revenir sur ces lieux, en fait J'imaginais pas que c'était aussi beau et aussi paisible tout autour. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas changé du tout. Ça n'a pas changé. Le tournage a eu lieu il y a 40 ans, un été, pendant tout l'été. Et on a occupé de cette immense orangerie que des petits endroits. Le tribunal est petit, la cellule est petite. Et non, je me dis que j'aurais dû faire attention à tout plus à ce moment-là. Je me rends compte que mes souvenirs sont, mais quand même très précis, moi qui n'ai aucune mémoire. Mais c'est un peu oppressant. Maintenant ? Oui, de revenir. Voilà. Alors, dans mon souvenir, cette grande galerie-là n'existait pas. On doit être en train de restaurer l'orangerie, parce que moi j'ai le sentiment que entre le lit et la porte, moi de toute façon, comme elle ne peut pas bouger, elle est attachée, mais je n'ai jamais vu ça devant moi, non. J'ai vu un mur. C'était fermé là, je crois. Et puis il y a aussi c'est là où on tente de l'empoisonner. Oui, les grandes épreuves, au fond, avant la mort et l'air libre, c'est ici. Enfin, les épreuves affectives, au fond. C'est là qu'elle pleure quand la tension de l'interrogatoire a été trop forte. Mais jamais devant eux, sauf au moment de l'abjuration. Donc une sainte peut désespérer, peut se sentir abandonnée? Elle n'est pas sainte. Elle est vigoureuse, la jeune capitaine, enfermée. La sainteté, ce sera elle lui sera donnée. Après, elle pense uniquement qu'elle fait ce que ses conseils lui demandent, ses voix. C'est-à-dire ce que Dieu lui demande. Je pense que sa captivité a dû être
une épreuve formidable, parce que elle ne sent aucun allié, aucun. Il y a 2 prêtres qui, et même il y a 2-3 prêtres qui sont pour elle, qui viennent de nuit la conseiller. Chaque fois qu'on dit de nuit, on pense à Nicodème, qui viennent de nuit. Et non, elle pense qu'elle est perdue. Et justement, dans cette volée de cloches qu'il y a à Pâques, et où brusquement elle se rend compte qu'elle est abandonnée, cette phrase qu'elle dit, ceux de mon parti, est-ce qu'ils m'ont oublié? Et en fait, ils ont été quand même... Enfin, ne parlons pas du roi de France. Ne parlons pas d'eux? Du roi de France. Mais jour après jour, on avançait très lentement. Puis ensuite, on allait sur la pelouse, là, et la vie normale reprenait. Mais dès qu'on était en... Robert Bresson a imposé beaucoup du silence et de la tension. C'est pour ça que quand la tension se relâchait, quand par exemple on était distrait, il le sentait avant qu'on soit distrait. Je dirais, il arrêtait les choses. Ça, c'était très, très frappant. La façon dont il captait l'état intérieur. Oui, parce que dans ce dénuement, en fait, ce qui l'intéressait, c'était de toucher l'être profond. C'était avant tout, parce que il ne faut pas oublier que ce film a pour but profond de faire le portrait d'une âme. Et le portrait d'une âme ne peut se faire qu'à travers les paroles. Donc, la bande-son était finalement pour lui première. C'est-à-dire, l'image l'accompagnait, mais c'est le regard qui accompagnait le son, et non point le son qui accompagnait l'image. Et ça, je ne l'ai pas compris au début. Et après, je me suis toute concentrée en ce que je disais, enfin, en ce que Jeanne disait. C'est-à-dire que vous mesuriez la densité des paroles, les leitmotivs, oui. ses réponses, en fait, tout le texte du procès, en fait, tout ce qu'elle a pu vivre. Oui, parce qu'au début, je n'étais pas étonnée de ce que je disais. Et au fur et à mesure que les jours ont passé, j'ai été de plus en plus stupéfaite. Et c'est là que je commençais à la rejoindre. Je veux dire, à pouvoir dire comme Bresson l'entendait, ces choses étonnantes qu'elle dit, sans cesse. Par exemple, quelles étaient les paroles que petit à petit, devant lesquelles vous vous interrogiez, vous ressentiez peut-être un abîme entre... Quand par exemple... la chose frappante, la familiarité avec les réalités d'en haut. Une familiarité... elle dit, par exemple, au moment de la rencontre du roi, l'ange entra le premier, puis moi, je dis, roi, sire, voilà votre signe. L'ange entra le premier, puis moi, avec une espèce d'égalité, de simplicité, et puis on vient lui demander si ses voix lui ont parlé, et pendant la nuit, elle refuse de répondre. En même temps, il y a plein de refus dans le procès. Elle refuse de répondre parce que c'est sa vie intérieure. Et cela, elle n'en dit rien. Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Donc elle sait bien qu'on l'accuse, on essaye de la piéger, de la mettre dans la sorcellerie, alors qu'elle est dans la pureté absolue. Donc il y a aussi ces silences que j'ai appris à connaître, ces refus de répondre. Et puis il y avait... Des élans quand elle dit qu'elle aimait 100 fois plus son étendard que son épée. Et autre chose qui l'enthousiasme. Brusquement, la vie revient à sa vie de capitaine. J'aimais 100 fois plus mon étendard que mon épée. Et
et son insolence. Et d'ailleurs, mon épée, vous l'avez prise, évêque, où l'avez-vous mise? Il y a tout ça est d'une vivacité. C'est une chance extraordinaire de posséder les minutes du procès. C'est un événement absolument considérable. Et que Bresson ait compris le trésor de cette parole vivante et qu'il soit arrivé à de ce fouillis extraordinaire faire jaillir une suite de scènes qui contenait finalement les paroles essentielles. Ça, c'était un travail splendide. Le scénario de Jeanne est vraiment une façon d'entrer dans l'histoire de Jeanne d'Arc magnifique. Elle était un poète profond. Un poète, c'est-à-dire un homme d'action. Une fille d'action, comme vous voulez. Et c'est après, en lisant Peggy, étrangement, que j'ai recompris le procès de Jeanne d'Arc. Il a fallu passer par Peggy, que j'ai lu très tardivement. Le mystère de la charité, le Porche de la seconde vertu. Et alors là, je crois que j'ai toujours besoin de passer par un poète, finalement, pour comprendre les choses. Et alors là, comment vous avez ressenti, alors du coup, comment ça a cheminé en vous? J'ai admiré, j'ai aimé son intrépidité. Au fond, chez les grands chrétiens, je crois que c'est ce que je préfère. C'est les intrépides. Il y en a beaucoup. Mais elle, évidemment. Quand je vous disais qu'elle n'était pas sainte pour moi, c'est tout simplement qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que la sainteté, ni ce que c'était qu'une sainte. Pour moi, les saints, quand j'avais 20 ans, c'était des institutions de l'Église. Or, si on se remet dans le contexte, l'Église, c'est celle qui remet Jeanne aux Anglais, c'est-à-dire son ennemi. Et elle dit à l'évêque Cochon, vous êtes mon ennemi capital. Donc, je privilégiais, et Robert Bresson privilégiait aussi, ce côté qu'elle affirme elle-même. Il a plu à Dieu de faire tout cela par l'intermédiaire d'une simple fille. Et donc, elle n'avait pas la conscience, elle, de sa sainteté. Elle avait l'impression d'un devoir qu'elle remplissait, d'une mission. Et à vrai dire, pour moi, la sainte patronne de la France, c'est pas du tout... je ne pensais jamais à elle. Je pensais à ce qu'elle avait accompli et à ce qu'elle endurait. Mais non, les saints, je ne savais pas, je savais même pas ce que c'était que la communion des saints. Donc vous voyez, j'avais des chemins à faire. À quel moment vous avez compris quelque chose de la sainteté, de ce que c'est qu'une sainte? Comment c'est venu en fait alors? Quand j'ai compris que les saints pouvaient être aussi des jeunes gens violents, téméraires, coureurs, comme Ignace de Loyola, chercher la vérité ailleurs que dans tout de suite le christianisme, comme saint Augustin, quand j'ai compris quand j'ai accompagné des hommes et des femmes, quand j'ai vu le parcours, l'itinéraire, le chemin, la route, et non pas l'institution, la canonisation. Vous disiez tout à l'heure, vous aimiez chez les saints, en fait, cette intrépidité. Écoutez, ils ont tous eu, que ce soit dans l'extrême pauvreté, le choix de l'innocence, ou le choix de l'institution, comme Ignace, ou quand je pense à la vie de Thérèse d'Avila, mais c'est don quichotesque. D'ailleurs, elle aimait beaucoup les romans de chevalerie. Je crois que si Thérèse d'Avila n'avait pas lu de romans de chevalerie, elle n'en aurait pas créé un. Donc voilà, c'est à partir du moment où on communique avec peut-être
le cœur qui a battu derrière ces noms augustes et ces figures parfois sulpiciennes. Il faut retrouver la source, le jaillissement et les erreurs, les égarements, les difficultés. C'est une façon de s'approcher de s'approcher d'eux qui a été pour moi tardive. Et maintenant, ça m'intéresse beaucoup, mais à l'époque, pas du tout. Pour interpréter, vous avez incarné, en fait, vous avez mis dans votre chair cette Jeanne d'Arc, en fait, vous l'avez jouée, sur lesquelles de vos qualités, Robert Bresson s'est appuyé pour faire vivre cette femme. Robert Bresson a hésité entre 3 filles pour jouer Jeanne. Et nous étions très très différentes. Et je crois qu'il a finalement opté pour moi. Je crois, peut-être je peux me tromper, mais je crois que c'est à cause de la douceur, du mystère de la douceur qu'il y avait en elle, à côté de son courage. Et cette douceur, qui est la charité, qui est l'amour, je vous disais tout à l'heure, c'est Peggy qui me l'a fait comprendre dans le mystère de la charité. Et que, en fait, quand Jeanne, la Jeanne de Peggy dit « Mais nous ne l'aurions jamais laissé dans le jardin, nous ne serions jamais endormis ». Elle pense que le peuple de France qui aime Peggy, c'est-à-dire les ouvriers, les pauvres gens, etc., tout cela aurait formé un groupe qui aurait mieux défendu Jésus que ses apôtres. Voilà, je pense que la douceur, pour Bresson, ça devait être de cet ordre-là. Et évidemment, il fallait peut-être aussi quelqu'un de... Non, j'allais dire innocent. Quelqu'un que j'ignore. Peut-être quelqu'un que je ne savais pas que j'étais. Enfin, qu'il trouvait, il était le seul à voir, peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est là que Robert Bresson a tourné le long travelling où Jeanne court vers le bûcher, juste on voit ses pieds nus dans une robe entravée, avec au bout de la main une petite croix de fortune, 2 bâtonnets que quelqu'un lui a fabriqués. Et on voit juste ses pieds courir, et il voulait cette course vers la fin du voyage. Il voulait qu'elle courût pour arriver plus vite à l'étape du soir qui est très clairement dite dans le film, qui est le ciel, l'arrivée au paradis. Et cette course est très bouleversante.